Chers auditeurs de l'émission Invité de dimanche, bonsoir. Au micro, Albert Kabangochinsangana. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, docteur en théologie, à l'occasion de la parution de son livre Au pas du Père et du Nègre. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Au pas du Père et du Nègre, une nouvelle publication de 239 pages parue aux éditions d'Itunga durant l'année 2022, un titre qui a presque les mêmes termes qu'au nom du Père et du Nègre. Quelle est la différence entre ces deux titres? Bon, en fait, il faut dire que les deux livres rassemblent plusieurs de mes textes qui font partie d'un programme radiodiffusé sur Radio du Tonga. Donc l'idée que nous avons est simple. Donc, le premier volume a rassemblé les textes dédiés au nom du Père et du Nègre, en fait parce que je pense que c'est des textes dans lesquels je m'exprime sur des thèmes divers, soit en suivant l'actualité ou mes préoccupations personnelles, mais je l'ai fait à partir, si je peux dire, d'une double racine. Ma racine africaine, donc ma racine de noir, d'où nègre, et puis ma racine chrétienne, d'où père, donc au nom du Père et du Nègre. Alors, au pas du Père et du Nègre, bon, c'est pratiquement la même chose dont je m'exprime au pas du Père et du Nègre. Le troisième volume est en préparation. J'espère qu'il pourra sortir, si pas à la fin de cette année, ou sinon au début de l'année prochaine. Bon, il y aura toujours le mot Père et Nègre dedans, auquel on ajoutera d'autres prépositions. Mais pourquoi vous aimez ce mot nègre au lieu du mot africain? Est-ce que nous avons les mêmes réalités que nos frères sud-américains? Non, écoutez, généralement quand on veut désigner l'homme noir, vous trouverez beaucoup de blancs ont de la difficulté à dire noir. Dernièrement, nous avons eu une réunion en ligne avec un professeur et une doctorante de l'université en Suisse, ici. Elle avait des difficultés à dire noir, alors qu'elle vient ici chez nous pour faire une enquête sur la perception, l'autoperception du noir ou la perception que le noir a des personnes d'autres races. Alors, on voyait sa souffrance à vouloir avant de prononcer le mot noir. Donc, elle devait dire plutôt subsaharien, africain, homme de couleur. On lui a dit non, nous sommes noirs, ne vous gênez pas, dites noir, vous ne nous blessez pas. Mais alors, malheureusement, en fait, le mot a une histoire péjorative. Et c'est comme ça, par exemple, les Français ne vont pas dire noir, ils commencent à dire black en anglais. Nous devons exorciser les mots. Moi, je suis noir, je suis nègre, je suis nègre. Donc, nous devons apprendre à accepter des mots qui disent ce que nous sommes et à les exorciser de tout ce poids du passé qui a fait du noir une désignation négative. Et d'ailleurs, parfois, nous-mêmes noirs, nous avons intégré tout ce mépris-là avec nous. Alors, vous verrez, ça revient dans les titres de certains de mes livres. Donc, vous avez La Maison du Nègre, vous avez Un curé noir. Dans vos livres où vous avez fait des télégrammes, vous commentez des faits quotidiens. Or, ces faits étant multiples, finalement, on aura des tonnes de télégrammes. Fort malheureusement, le travail à l'université, qui est un travail par ailleurs utile à la société, mais qui est un travail abrutissant, ne me permet pas d'être régulier. Il faut dire que la première année, j'ai dû renoncer à Tchondo, donc l'écriture chaque semaine d'un texte en Tsholuba. C'est ça que je faisais, français Tsholuba, et je parvenais à le faire chaque semaine. Donc j'avais besoin de la journée de samedi pour pouvoir produire les deux textes. Maintenant, les occupations sont telles que il m'est même difficile de produire le texte en français. Les thèmes, j'en ai plusieurs. Donc, quand je passe sur la rue, tout ce que je vois m'interpelle et tout ce que je vois
peut être l'occasion d'une écriture brève. En fait, j'ai pensé que c'est un texte qui peut être lu en 10 minutes, ne fatigue pas les lecteurs dans une culture où on n'est pas habitué à beaucoup lire, mais c'est à la fois ma manière de voir la réalité, de l'interpréter et de la projeter vers l'avenir. Et donc, c'est ça, vraiment, j'espère pouvoir m'imposer une discipline, me libérer des occupations futiles qui accompagnent cette charge, ce service social, mais sincèrement, il est abrutissant. Il est abrutissant. Être recteur, c'est d'une université, disons, qui doit plutôt faire des efforts pour devenir une véritable université. C'est sincèrement abrutissant. Parcourons quelques télégrammes. Commençons avec celui que vous avez adressé à une youtubeuse congolaise intitulé « Le linge sale se lave sur les réseaux sociaux ». Ah oui. On connaît tous le dicton, donc le linge sale se lave en famille. Malheureusement, aujourd'hui, le linge sale se lave plutôt sur les réseaux sociaux. Donc dès que des gens ont un petit conflit entre eux ou une divergence de point de vue, directement on prend en témoin l'humanité entière. Donc c'est ça. Et là pour moi c'est un phénomène qu'il faut beaucoup observer, surtout dans nos sociétés. Il y a beaucoup de livres là-dessus, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. On connaît tous, j'ai cité la phrase de Umberto Eco qui parle justement de l'invasion des imbéciles, donc en disant que c'est à l'occasion d'une interview, disons le 10 juin 2015, disons quelques mois avant sa mort, il recevait un énième doctorat honoris causa à l'université de Turin, et quand les journalistes lui ont posé la question sur les réseaux sociaux, il a prononcé cette phrase qui est devenue célèbre. Donc les réseaux sociaux ont accordé le droit de parole aux imbéciles, donc qui avant pouvaient parler dans un bar après avoir pris un verre d'alcool, et puis après ça passait, et puis on leur demandait de se taire et c'était fini. Mais aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel, et donc là il a raison. Il y a d'autres livres que j'ai achetés sur le phénomène parce que ça m'intéresse un peu davantage, il y a l'un de ceux que j'ai achetés, il a pour titre l'opium des imbéciles. Justement, il va dans le même sens. Il y a un autre qui est intitulé au cœur du complot. Et puis il y a un autre qui est intitulé l'imbécilité est une affaire très sérieuse. J'ai réfléchi en fait un peu sur l'impact des réseaux sociaux. En fait, vous avez les réseaux sociaux, c'est en fait le règne de la passion dans un certain sens. Il y a de grands avantages, bien entendu. La liberté de la parole, chacun peut s'exprimer. Mais maintenant, il faut savoir, lorsqu'on s'exprime aussi facilement, d'ailleurs vous verrez que c'est souvent des textes mal écrits où la grammaire, disons le génie des langues n'est pas respecté, parce que c'est souvent des textes émotionnels où on peut très facilement, dans le cadre d'un conflit, manipuler d'autres imbéciles en fait. Disons, imbécile c'est pas une injure ici, c'est comme nègre, comme tout ça, donc dire ce que c'est qu'une personne, c'est-à-dire une personne qui n'a pas tous ses esprits et qui veut engager un débat là où la contradiction, l'art de la contradiction ne peut pas être appliqué. Donc, et là, c'est ça, j'essaie un peu de réfléchir un peu sur tout ça. Voilà. Mais comme je dis toujours, le principe, c'est des petits textes. Voilà. Mais est-ce qu'avec les progrès de l'informatique, il faut une autre éducation en plus de ce que nous avons? Disons, l'autre livre dont je vous ai parlé, qui est intitulé « L'imbécilité est une chose très sérieuse », indique qu'en fait, l'être humain a toujours été un être imbécile, c'est-à-dire capable de bêtises. Mais seulement, avec le développement des moyens de communication sociale, sa capacité d'atteindre plusieurs personnes en un clin d'œil est devenue prodigieuse. C'est comme Umberto Eco le disait, donc un imbécile qui s'était enivré dans un bar,
il disait des imbécilités, et puis on disait tais-toi, et puis c'était fini. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut être dans un petit coin là-bas, il fait, je ne sais pas quelle bêtise, il la met sur la toile, et des millions de personnes peuvent le suivre. Donc c'est ça en fait le pouvoir, n'est-ce pas, que les réseaux sociaux donnent à nos paroles. Alors c'est maintenant à chacun d'avoir une certaine éthique pour savoir est-ce que cette parole elle est bonne, elle est constructive, elle est sage, elle est pertinente, ou c'est tout simplement une manifestation de notre imbécilité. Et donc l'imbécilité est une chose très sérieuse en chacun de nous. Donc nous avons tous une forte propension à l'imbécilité. Et maintenant, cette propension à l'imbécilité dispose des techniques de propagation, des techniques de publicité qui confèrent à chacun de nous un pouvoir prodigieux. Vous voyez, là nous sommes en Mbujimaï. Donc si par exemple ici avec vous, je me déshabillais et je me filmais et je mettais sur le net. En quelques minutes, le monde entier le saurait. Donc c'est ça en fait, ce manque de filtres, donc où l'homme doit lui-même développer des filtres qui l'aident à ne pouvoir communiquer avec les autres que dans le respect de certaines valeurs de base. Alors il y a le respect de la vérité, le respect de la liberté, le respect du discernement, la capacité de discerner de l'autre, le respect de l'autre, même s'il est fautif. Donc il y a tout ça, c'est très important. Vous voyez, ici chez nous avant, il y avait ce qu'on appelait la radio-trottoir. En fait, la radio-trottoir continue à fonctionner, mais seulement ce n'est plus de bouche à oreille, c'est de téléphone à téléphone. Et avec une capacité d'atteindre des millions de personnes. Voilà, donc les nouveaux moyens de communication sociale nous invitent à la responsabilité dans leur utilisation. Sinon, comme le disait Umberto Eco, c'est l'invasion des imbéciles. Alors, celui que vous avez adressé à M. l'abbé Vincent Lukoji, vivre, pleurer et fêter avec responsabilité. Ah bon, là c'est un... Oui, c'était quelque temps avant sa mort en fait. Et puis c'est né toujours d'un fait vécu, quoi. Donc c'est un texte de 2020, si je ne me trompe pas, de fin septembre. Il est mort le 26, le 27 octobre. Et là, j'étais parti à Cabinda, à l'ordination de l'évêque de Cabinda, du nouvel évêque de Cabinda. Et là, ça me faisait réfléchir un peu sur nos manières de célébrer, où lorsque nous nous retrouvons pour des fêtes, parfois, ou même pour des deuils, parfois la bonne nouvelle ou les mauvaises nouvelles sont pour le protagoniste des espaces, des moments d'appauvrissement. Parce que vous voyez, par exemple, là on est nombreux, on se retrouve tous à Cabinda, et qu'est-ce que nous devons faire là-bas? On impose à ceux qui nous ont reçus de nous loger, de nous nourrir, et tout ça. Et ça s'accompagne parfois avec cette pratique maintenant là de faire part. Personnellement, je n'en fais jamais. Et je n'y réponds jamais. Donc, quand vous voulez organiser les gens, organiser votre fête, ne demandez pas aux gens et parfois en fixant des montants, autant, la date pour tout ça. C'est quand même honteux. C'est quand même honteux de le faire. Donc, il ne faut demander de l'argent qu'à celui qui vous a donné l'autorisation de le lui demander. Donc, en général, c'est ça. Il faut un certain droit pour que l'on puisse exiger de quelqu'un qu'il puisse vous remettre de l'argent pour, disons, vous avez fait votre programme. Alors, maintenant, nous aussi, nous devons savoir que quand quelqu'un m'invite et que j'accepte l'invitation, il y a la sagesse Luba traditionnelle, donc, quand on vous invite, faites comme ailleurs. Ailleurs, quand vous êtes invité,
parfois c'est un peu l'individualisme, mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont positives. Donc quand quelqu'un vous invite, disons, apporter comme contribution ce que vous auriez dû vous-même consommer chez vous si vous étiez resté chez vous. Donc ne soyons pas une charge pour les autres. Et là on entre dans une spirale où ça devient, vous pouvez chaque semaine ici, vous avez de faire part pour des anniversaires de naissance, de faire part pour des mariages, de faire part pour je ne sais quoi. Donc c'est comme si vous devez alors avoir un budget où vous prévoyez que chaque mois je vais dépenser autant en termes de faire part. Donc plutôt, là il y a certaines cultures où quand on vous invite, vous savez que ça va, on m'a invité au mariage, le repas, mon repas de ces jours-là va coûter à ces gens-là à peu près $80 ou $100 ou parfois moins. Alors vous amenez un cadeau conséquent. J'amène un cadeau conséquent. Bon, les gens peuvent à l'intérieur de leur famille pour dire nous organisons quelque chose, qu'est-ce que vous donnez, tout ça. Mais le reste, c'est harcèlement que l'on impose aux gens pour dire contribuez s'il vous plaît, contribuez. Je pense que c'est ça. Ceux qui sont riches, quand vous allez chez eux, ils ne dépensent pas de l'argent pour ça. Moi, je vois par exemple, je suis prête parfois autour de nos ordinations sacerdotales, combien nos familles s'appauvrissent inutilement pour rien. Je parle en fait de l'expérience. Peut-être quand j'étais ordonné, j'étais heureux qu'on me fasse une grande fête, tout ça, très bien. Mais après tout, vous dites, c'est pour rien. Il ne faut pas que la famille s'appauvrisse. Et d'ailleurs, là, vous allez là où ils ont de l'argent, on a fini, on va au resto, chacun paye son repas, on a mangé, on vous donne un petit cadeau, au revoir, bonne chance dans la vie. Mais nous qui n'en avons pas, nous sommes capables de nous appauvrir, d'appauvrir les autres pour rien. Pour rien. Par exemple, alors les autres peuvent vous dire, ça va, à l'occasion de tel événement, nous allons construire une école ou faire telle chose qui demeure. Alors que le repas, c'est vrai, on en a besoin pour notre santé, mais la grande partie, on sait où elle part. Donc, il faut plutôt éviter de nous inscrire dans la dynamique de l'apparat. Voilà un peu, c'est ça qui... C'est de ça un peu que c'est-à-dire, organisons nos fêtes avec responsabilité, participons aux fêtes avec responsabilité, mais aussi aux événements malheureux des autres avec responsabilité et sobriété. C'est très important.